Cette vidéo est la deuxième partie de la FAQ sur mon Erasmus à Bergen en Norvège. Je vous conseille d'aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue afin de pouvoir voir celle-ci. Inès me demande, tu étudiais quoi? Donc maintenant on va passer à la partie université. Donc déjà je tiendrais à dire que faites gaffe, l'année commence mi-août en Norvège alors qu'en France c'est plutôt début septembre, mi-septembre, voire octobre. Là-bas c'est vraiment mi-août et ça commencera jamais plus tard vraiment genre... Moi j'étais arrivée là-bas le 11 août et j'avais commencé je crois une semaine après, je sais plus trop. Et donc du coup ça finit aussi assez tôt. Je crois que mon dernier examen c'était le 25 mai. Donc voilà, après vous avez juin, juillet, août. Donc déjà l'université, franchement mon avis global c'est qu'elle est grave bien. Vous encadrent pour tout, pour vous inscrire au cours, c'est trop bien, ils expliquent tout, les dates et tout, c'est hyper bien fait. Ce que j'étudiais, pour répondre du coup à Inès, comme je suis à Sciences Po, moi il fallait que je prenne un minimum de matières en rapport avec les matières enseignées à Sciences Po, c'est-à-dire le droit, la science politique, l'économie et l'histoire. Donc c'est quand même assez très large, hein. Il y a aussi sociologie, tout ça. Mais j'avais aussi droit à 25% de cours totalement différents de ce que j'étudiais. Donc j'ai pris quelques trucs un petit peu différents. Wouh! Est-ce que je vous disais, moi, j'ai plu, j'étais interrompue par Mathilde. Je recommence le paragraphe sur mes cours que j'avais, parce que là, c'est le bordel. Anaïs me demande à quoi ressemblait son emploi du temps à la fac. Alors il faut savoir que vraiment il y a beaucoup moins d'heures de cours qu'en France. Le premier semestre j'avais 12 heures de cours, au deuxième j'en avais 2. Donc en fait j'ai pas équilibré mon nombre de crédits. Mais en fait c'est à dire que là-bas un cours ça vaut 10 ou 15 crédits. Alors qu'en France un cours ça vaut 3 crédits. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais beaucoup moins de cours qu'en France et d'heures aussi finalement. Après il y a plus du travail personnel. Mais donc je vais d'abord vous expliquer les cours que j'avais. Au premier semestre j'avais Introduction to Cognitive Sciences, donc ça me prenait 4 heures par semaine, 2 heures d'amphi, 2 heures de TD. J'avais Labor Market Policies in a Comparative Perspective, c'était 2 heures par semaine en amphi. Et j'avais Norwegian Culture and History, 2 heures par semaine. Et oui, encore un dernier cours, un cours d'intro au norvégien qui était grave bien, genre vraiment trop bien, qui me prenait 4 heures par semaine. Et au deuxième semestre, le seul cours que j'avais c'était Europe After 1945, Transformations in European Economies and Societies. Et en fait j'écrivais aussi un mémoire au deuxième semestre, donc j'avais un peu décidé d'équilibrer comme ça aussi je pouvais me concentrer sur le mémoire. Mais avec ces cours là je validais quand même 62,5 crédits. Après, en ce qui concerne les cours, déjà ils sont pas obligatoires. Enfin, vous pouvez très bien ne jamais vous pointer à un cours. Ils fonctionnent un peu différemment qu'en France, c'est-à-dire que là-bas, même le prof nous dit, en fait, il nous donne des readings. Donc c'est un peu des articles ou des paragraphes d'ouvrages à lire d'une semaine à l'autre, qui sont en lien en fait avec ce que le prof fait. Mais l'examen est vraiment basé sur ces readings et pas forcément sur ce que le prof va dire en cours. C'est-à-dire que il va pas forcément attendre de vous ce qu'il va dire en cours, mais il faut que vous maîtrisiez le sujet et vous pouvez le maîtriser seulement grâce aux readings et voilà. Alors qu'en France c'est quand même un peu en mode le prof il va dire des trucs plus importants ou des choses comme ça je trouve, mais du coup voilà. Après moi j'allais quand même à tous les cours, je faisais mes readings et tout, des fois peut-être un peu moins sérieusement mais quand même. Et justement Angélique me demande est-ce que les cours sont plus difficiles qu'en France? Bah du coup est-ce que c'est plus difficile qu'en France? Non vraiment, enfin après ça dépend des cours spécifiquement chacun. Après moi j'ai pas trouvé ça non plus très difficile. C'était un peu comme en France quoi. Après c'est juste la méthode de travail qui est différente avec les readings. Et ce qui peut être un peu compliqué au début c'est justement faire les readings en anglais les premières semaines. J'avais l'impression de faire que ça et ça me prenait beaucoup de temps et tout. Surtout s'adapter à lire en anglais. Après au fur et à mesure du temps tu t'adaptes et t'arrives à lire de plus en plus vite. Donc tu fais le travail de plus en plus vite. Mais donc ça va. Annabelle me demande aussi par rapport aux notes, est-ce que c'est plus difficile de valider ces cours vu qu'ils ne sont pas en français? Bah du coup j'en reviens à ce que j'ai dit, faut quand même un peu maîtriser l'anglais avant d'arriver là-bas et après vous allez vous habituer et le fait aussi de tout le temps parler anglais quand vous êtes là-bas, vous allez mieux aussi réussir dans les cours. Après les notes, vous avez un assignment au milieu du semestre, donc en fait c'est un paper à rendre sur, ça peut être une question auquel il faut répondre, une disserte, ça dépend de la discipline et en fait tu peux juste pass or fail et en gros il faut pass pour pouvoir passer l'examen final. Mais en fait c'est un truc, si tu fais un minimum, tu réponds un minimum aux consignes, tu vas passer tu vois. Enfin moi je suis passée à chaque fois et il n'y a pas ça dans tous les cours mais dans la plupart. Après les examens finaux, les modalités ça dépend des matières, faut se renseigner avant de s'inscrire au cours. Moi j'avais un peu choisi des modalités qui soient pas trop compliquées, enfin j'avais pas envie de me buter au travail pendant cette année, c'était pas mon objectif. Bref, du coup les examens, enfin moi c'est un peu différent de chez nous. Vous pouvez y avoir des examens en partiel genre comme en France où tu vas genre pendant 3 heures et tu fais ton truc, mais on a aussi des take home exams, c'est-à-dire que tu as quelques jours pour faire le sujet et l'envoyer. Et ça c'était grave bien, j'avais pas mal de ça à cause du Covid aussi, mais je crois qu'ils le font aussi quand il n'y a pas Covid.
J'avais des examens jusqu'au 12 décembre au premier semestre et jusqu'au S2 c'était jusqu'au 25 mai. Donc voilà pour vous situer. Et vous avez bien 2-3 semaines pour réviser entre la fin des cours et le début des partiels. Donc ça c'est trop bien. Même si je crois qu'il n'y a pas de vacances pendant les périodes de cours. Mais en fait quand t'avais 12 heures de cours et 2 heures de cours, t'as pas besoin de vacances. Enfin voilà, j'avais pas cours ni le vendredi ni le lundi. Donc finalement je travaillais le mardi, mercredi, jeudi. Mes cours c'était moins de temps que mon temps libre. Après forcément je t'avais aussi mes cours tu vois, mais je faisais plein d'autres trucs quoi. Parce que du coup justement Anaïs me pose une nouvelle question. Niveau vie quotidienne, toi perso, comment tu gérais le travail scolaire par rapport à tout le reste? Au début je vous ai dit, enfin c'était un peu dur de se mettre dans le rythme, un rythme aussi différent, faire les readings et tout. J'avais l'impression que c'était beaucoup, mais au final en vrai avec du recul c'était ultra chill, genre vraiment si vous étudiez en Norvège c'est ultra chill, vous avez le temps de faire plein de trucs à côté. Comme je vous ai dit j'avais pas cours tous les jours donc j'arrivais très bien à gérer le travail scolaire. Je pense bien que c'est pas comme ça dans toutes les destinations Erasmus, en tout cas pour moi c'était comme ça. Et forcément du coup à côté je faisais plein de trucs, je faisais surtout des voyages, des sorties. C'est ce dont on va parler maintenant. Déjà autour de Bergen, je vous ai dit la ville est en plein milieu de la nature, c'est-à-dire que vous pouvez partir en randonnée à partir du centre-ville et monter la montagne, c'est incroyable. Donc voilà, c'est juste trop cool. Tu peux prendre aussi le train, il y a une destination assez populaire, enfin genre où il y a pas mal, enfin qui est pas très loin, il y a des randos et tout. Ça s'appelle Voss, où que vous alliez en fait, genre de n'importe où, vous pouvez prendre un bus destination genre au hasard, vous allez juste voir des paysages magnifiques. Donc voilà, c'est juste trop bien. J'ai fait beaucoup de voyages où je suis partie quelques jours. Je suis allée, ça va être un peu long, je suis allée aux îles Lofoten, incroyable, genre allez-y, mais j'ai fait des vlogs sur tous les voyages que je raconte, hein, donc si vous voulez voir des images, allez-y. Je suis allée visiter la capitale Oslo, je suis allée à Trondheim et Røros. Røros c'est un petit village qui est dans la série Home for Christmas. Voilà, ça c'était au premier semestre. Après j'ai voyagé en Europe, genre je suis allée à Berlin, Prague et voir une pote à Leipzig, mais bon du coup c'est pas en Norvège. Et donc ces destinations là je les ai fait en avion parce qu'en fait c'est chiant. Mais en fait en Norvège je comprends quand même qu'ils prennent l'avion tu vois, parce qu'en fait si tu veux faire un trajet genre en train ou en voiture c'est super long parce que la géographie du pays, genre il n'y a pas d'autoroute, il y a peut-être quelques autoroutes dans le sud du pays mais sinon c'est des routes à 80, tu dois traverser des montagnes tout le temps. Pour faire un trajet de 400 km ça te prend mais le double voire le triple de ce qu'il te faut pour le faire en France, enfin vraiment. Donc en fait les voyages que j'ai fait, la Norvège on se rend pas compte mais c'est très haut, genre si tout l'écran là c'est la Norvège, Bergen c'est genre là, moi je suis allée là. Donc là t'as genre 1000, je sais pas, 2000, 3000 km, j'en sais rien. Au deuxième semestre, j'ai utilisé d'autres modes de transport, c'est-à-dire que on a loué une voiture une fois, on est allé à Stavanger. On a aussi loué un van, je suis partie 2 semaines en road trip en van, j'ai fait des vlogs encore une fois. Et je suis allée au Cap Nord et à Tromsø, donc là-bas, oui, du coup j'étais partie en avion, c'était tout au nord. Et je suis aussi allée visiter en Suède et au Danemark, je suis allée à Göteborg, à Lund et à Copenhague, et ça je l'ai fait en bus et en train. Donc franchement vous avez tellement de choses à voir, à faire quand vous êtes en Norvège niveau voyage, c'est juste trop bien. Et oui, vous pouvez voir tout ce qui est aurore boréale, rennes, fjord, paysages incroyables. J'ai fait du chien de traîneau, enfin bref, tout ça c'est possible en Norvège. Nouvelle question de Inès, est-ce facile de rencontrer des Norvégiens? Donc ça m'amène un peu à parler de la vie étudiante, la vie sociale en Norvège. Pour répondre à Inès, non, c'est pas très facile de rencontrer des Norvégiens en fait. En fait là-bas, ils sont très sympas, genre vraiment ils sont gentils quand tu les connais, mais ils sont un peu difficiles à... Enfin, en fait il y a une notion d'espace personnel qui est assez importante là-bas, et genre en fait les gens ils vont pas trop parler aux gens qu'ils connaissent pas, tu vois. Mais dans le fond ils sont gentils. Et par exemple mes colocs ils étaient tous norvégiens. Honnêtement déjà je les voyais presque jamais dans la cuisine, genre trop bizarre. Et il y en a seulement genre 2 je dirais sur les 7 avec qui je m'entendais bien. Après ça a changé, j'ai eu d'autres personnes et là je m'entendais un peu mieux. Enfin en fait c'est pas que je m'entendais pas avec eux, mais au premier semestre c'est juste qu'en fait je les voyais jamais Mais sinon ouais, dans la vie en général c'est un peu compliqué. Après il faut savoir que quand t'es en soirée et que les Norvégiens boivent de l'alcool, bah là tout à coup ils deviennent sociables et du coup c'est très facile de rigoler avec eux, discuter et tout, et enfin genre c'est trop bien, genre au début de l'année. En fait c'est pour ça aussi je vous conseille d'arriver assez tôt en août, même avant la rentrée universitaire. C'est parce qu'au début il y a une semaine d'inté, alors ça dépend comment votre fac auquel vous êtes rattaché gère la semaine d'inté, mais je sais que moi j'étais mise dans un groupe en fait comme des premières années qui faisaient leur inté. Bah moi j'étais avec eux et du coup toute la semaine on faisait des soirées et tout, et j'ai rencontré des Norvégiens. Après honnêtement je les ai pas revus, mais des fois ça m'est arrivé de les croiser et du coup bah j'étais grave contente de les croiser, et eux aussi tu vois. Après j'aurais peut-être pu creuser, mais vu que je me suis fait des potes par ailleurs, voilà, j'ai pas non plus cherché à. Mais sinon j'ai oui beaucoup rencontré
c'est des étudiants Erasmus, étrangers, internationaux et aussi des Français, qu'on se le dise. Ma bande de potes vraiment que je me suis faite, c'était des Français ou des Belges, même si il y avait des étrangers allemands et tout. On est surtout resté dans un groupe de Français, ce qui peut être un peu nul, on va se le dire, quand on part à l'étranger. Mais je sais pas, on a tellement eu des bonnes vibes et tout qu'on restait un peu entre nous. Mais du coup, ouais, on faisait des soirées. C'est super facile de rencontrer des gens parce que quand t'arrives, personne ne se connaît ni rien. Du coup, tout le monde veut chercher à rencontrer. Du coup, il y a des activités qui sont proposées, que ce soit par les gens eux-mêmes, que ce soit par l'association, je vous ai dit tout à l'heure, qui gère un peu la résidence étudiante. Plein de façons de rencontrer des gens et vous allez vraiment pas être paumé quand vous arrivez. Je vous promets, même si c'est super effrayant, genre t'as peur, tu te retrouves là, genre t'arrives dans un autre pays en avion, tu vas chez toi, t'as un logement, tu t'assis dans ta chambre, il y a rien, les murs sont vides et tout. T'as l'impression que tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, t'es à ta place, genre vraiment, tu vas voir que dans les semaines qui vont suivre, tu vas vivre ta meilleure vie. Donc oui, il y avait des soirées tout le temps, c'est-à-dire que je sortais à peu près 2 fois par semaine. Voilà. Parce que oui, Tom veut que je développe sur les soirées, donc il me demande aussi de parler du snooze lol, cette invention du diable. Alors oui, en Norvège, ils ne fument pas trop, mais ils prennent du snooze. Je vois que c'est tendance en plus parce que l'équipe de France en a pris, genre il y a eu un article sur Le Monde et tout qui est sorti par rapport à ça. C'est un peu comme du tabac chiqué, mais c'est du tabac dans des sachets que tu coins sous la lèvre là. Et ils prennent plutôt ça et genre ça te donne de la nicotine. Du coup, il y a beaucoup moins d'odeur de clope et tout, de mégots par terre, mais par contre, bah il y a du snooze, des trucs comme ça. Voilà Tom, tu as ta réponse. Je vais finir avec quelques points positifs et quelques points négatifs. Donc pour commencer avec les points positifs, déjà, j'ai Angélique qui m'a posé une autre question par rapport à mon évolution du niveau d'anglais. Donc ce qui est grave bien, c'est qu'en Norvège, ils parlent tous anglais. Genre vraiment, ils parlent tous extrêmement bien anglais. Pas comme en France, où on a un niveau de... Vraiment, les personnes âgées, même au fin fond de la campagne, vont savoir parler anglais. Oui, quand t'es là-bas, bah forcément, tu vas parler anglais dans la vie quotidienne de tous les jours. Avec tes potes, ça dépend si tu es des potes français ou pas. Oui, quand même, en règle générale, bah, tu vas beaucoup être plongé dans l'anglais. Donc, tu vas forcément t'améliorer, même si t'avais pas forcément un bon niveau à la base. Ce qui me concerne, je pense que mon niveau d'anglais a évolué quand j'étais là-bas. Mais en fait, depuis que je suis rentrée, vu que je pratique plus, j'ai l'impression que ça sert pas à rien, mais que voilà, tu pratiques. Dès que tu pratiques plus, tu perds. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai commencé à avoir faim, il est 11h30 là, j'avais prévu de faire une tarte au poireau mais j'aurais pas le temps, je vais manger un peu vite fait. Les points positifs en général, ben, c'est la nature, les voyages, la vie étudiante. Vraiment, c'est les 3 raisons pour lesquelles, genre Bergen, c'est une destination incroyable. Par contre, les points qui peuvent être négatifs, mais qui vont avec la destination et qu'au final, c'est une expérience, vous allez comprendre, c'est la météo. Donc Bergen, c'est une ville où il pleut. Donc vraiment, c'est, je crois, une des villes où il pleut le plus en Europe, si ce n'est la ville où il pleut le plus. C'est par rapport au phénomène que Bergen se trouve entouré de montagnes. Après, quand on pense Norvège, on pense genre froid et tout. Tout le monde me dit ah mais t'as eu froid et tout, et au final j'ai pas eu plus froid qu'à Strasbourg. Enfin j'ai peut-être eu plus de neige parce qu'on a eu de la neige à partir de décembre. Je crois qu'il y en a eu jusqu'à à peu près genre un peu avant avril. Genre j'ai encore fait du ski en avril parce que dans les montagnes il y a de la neige qui reste tout le temps. Enfin après pour skier ça s'arrête à un moment donné quand même, mais il y a des neiges éternelles quand même en plein été. En vrai le climat est plutôt tempéré parce qu'il y a le phénomène du Gulf Stream. C'est un vent, un courant de vent, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, qui vient du nord, et en fait ce qui fait que sur la côte il fait pas si froid que ça en fait, c'est plutôt quand tu vas dans les terres qu'il va faire froid. Donc si t'es à Oslo t'auras plus froid que si t'es à Bergen, tu vois. Mais par contre, donc pour en revenir à la météo, la pluie ça va en vrai, c'est chiant mais ça va. Ce qui est un peu plus chaud, c'est quand tu rentres dans l'hiver et que il commence à vraiment pleuvoir, mais que les jours en plus se raccourcissent, parce que bah oui, plus tu te rapproches du cercle polaire, moins t'as de moments d'ensoleillement. Je sais par exemple qu'à Strasbourg là il fait nuit genre à 17h, mais à Bergen en ce moment il fait nuit encore plus tôt, et au pire du pire il commence à faire nuit sombre vers 16h, 15h30, 16h, et le matin genre tu te réveilles à 9h, il fait encore nuit. Enfin, je pense que le pire, c'est genre le soleil qui s'est levé à 9h30, tu vois. Et quand t'as des journées pluvieuses, ça veut dire que le ciel est gris, donc finalement, tu vois même pas trop de lumière parce qu'il fait gris toute la journée. Donc c'est dans ce sens-là où la pluie peut être un peu chiante, alors que tu vas à Trondheim, il pleut beaucoup moins. Le temps d'ensoleillement est encore plus court, mais quand il y a du soleil, enfin quand c'est la journée, il y a vraiment du soleil et du beau temps, donc t'as une luminosité de dingue. À Bergen, pas ouf. Mais c'est faisable. Il y a quand même ce concept de dépression hivernale dans la société norvégienne. Mais pour un étudiant Erasmus étranger, c'est 1 an, c'est bon, ça va aller. Et ça fait partie de l'expérience. Et en fait, pendant ces temps-là, j'ai aussi fait des voyages. Et donc, ça rendait l'expérience vraiment unique.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. J'ai essayé de répondre à toutes les questions qu'on m'avait posées sur Insta. Encore une fois, allez me suivre sur Insta. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous parce que j'ai plein d'autres vidéos en rapport avec Bergen, avec la Norvège et maintenant sur ma vie étudiante à Strasbourg sur cette chaîne. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à soit venir en privé sur mon compte Insta ou mettez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez vraiment pas à m'écrire en privé sur Insta et tout. Et ça me fait plaisir de vous aider, toujours de parler de Bergen. C'était franchement l'année la plus belle de ma vie. Donc voilà, je suis contente de vous en parler. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.